Alors aujourd'hui, j'ai la chance de visiter PowerBrain, un institut sur le travail cognitif qui aide beaucoup les enfants, en particulier qui ont des petites difficultés. Voilà, et je suis avec Bonjour. Christian. Bonjour Marc. Voilà, Bienvenue PowerBrain. bienvenue à PowerBrain. Merci, merci. Alors qu'est-ce que c'est PowerBrain déjà? Rapidement, quelques mots. En quelques mots, PowerBrain, c'est un institut cognitif. Qu'est-ce que c'est un institut cognitif? C'est là où on fait des entraînements cognitifs principalement. On fait aussi des assessments psychologiques. On fait du coaching aussi un petit peu. Donc c'est pour les enfants que tu as mentionné, mais aussi pour tout le monde en fait, pour tout le monde qui a un cerveau. D'accord. Moi aussi, je peux. Voilà, ouais, tout à fait. Les adultes, les seniors, on a de plus en plus de seniors, évidemment. Personne ne veut finir avec des problèmes de démence ou Alzheimer. Ah, tu pourrais avoir Joe Biden comme client? Ah, je rigole. Et tant d'autres. Non, Ok, donc très voilà, bien. c'est ce qu'on fait ici. D'accord, bon. Bienvenue. On va se poser pour en reparler. Voilà. On va visiter un petit peu. Oui, Alors, ça c'est pas la réception. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il y a un petit peu storage room. ouais, Il y a des jeux pour les enfants. c'est ça, ouais. C'est selon le rewarding system en fait. Donc je vais t'expliquer ça un petit peu plus tard. Donc, s'ils travaillent bien, ils ont Si peuvent jouer. très exactement, il y a la volonté de travailler. Donc on ne se focus pas sur les résultats, mais sur la volonté de travailler et de faire ce que l'on peut dire de son mieux. Okay, donc c'est ça. Il faut récompenser le process plutôt que les résultats. C'est ce qui s'appelle le growth mindset Ok. en anglais. Alors ici, c'est les salles de cours particuliers. C'est ça. Donc, c'est finalement tout bête, hein, puisque c'est une table, deux chaises. Donc, chaque session, c'est un étudiant, quel que soit son âge, ici, et l'un de nos trainers là. Et donc, en fait, pendant 45 minutes, on va faire des entraînements, des exercices qui sont seulement cognitifs. Donc, c'est pas du chinois, c'est pas de l'anglais, c'est pas des maths. C'est des exercices qui vont faire appel à des capacités de mémoire, des capacités de concentration et d'attention, de rapidité de compréhension, de logique et de raisonnement, de tout ce genre de choses. Ok, très bien. On n'a pas le droit de manger et boire ici? Non, on n'a pas le droit, non. Ah ouais? Dès qu'on commence Même pas un café? Rien du tout, non. Dès qu'on commence l'entraînement, c'est 45 minutes non-stop et ça peut être assez intensif, mais il y a aussi bien sûr des périodes de relâche un petit peu, mais elles ne durent jamais beaucoup plus que quelques secondes. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est ouvert à tout le monde. Ici, on a ce qu'on appelle le small cubicle, qui est utilisé à des fins similaires, mais on y fait par exemple des tests, des assessments. Tout commence en fait par les assessments, parce qu'en fait, préalablement à tout entraînement cognitif, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Et ça, on le fait grâce à des tests qui nous donnent le profil cognitif de la personne que l'on devra entraîner. Donc ça se fait ici. C'est aussi un endroit que l'on réserve parfois pour des cas un peu sensibles ou des gens qui préfèrent être là au début de leur training et ensuite on les bougera là-bas, mais au début on s'en occuper ici. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Et là, on a des bureaux. Et là, c'est les bureaux. C'est tout là qu'on va petit se hein, poser. comme centre. Donc voilà, on a vite fait le tour. D'accord. Il y a plusieurs centres? Ouais, on a 4 centres. Celui-ci, donc, c'est celui de Tsim Sha Tsui. On en a 2 sur Hong Kong Island et on en a un autre dans le nord, du côté des nouveaux territoires, à Pho Tan. Donc, il y en a 4 en tout. Il y en a 4. C'est pas mal. Écoute, c'est le plus grand, en tout cas ici, et ça se veut le plus user-friendly et le plus accueillant possible. Voilà. Ouais. En plus, il y a une belle vue. Ouais, ça c'est sympa. Quoi, hein. c'est ça le cricket club? Voilà, le Kowloon Cricket Club là-bas. Donc ça nous donne du vert et aussi un petit peu de bleu pour agrémenter la vue, ce qui est sympathique. Même si le temps n'est pas très très beau aujourd'hui, en tout cas tu peux apprécier la vue. Ok, très bien. Bon, on va se poser ici. Super. Tac, 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 tac. Oh. Voilà, donc ravi d'être avec Christian aujourd'hui, qui nous accueille dans son bureau. Oui, avec Alors, plaisir. Est-ce que tu peux, Christian, te présenter donc déjà, depuis combien de temps tu es à Hong Kong? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? Et ensuite de créer cet institut
Raconte-nous ton background en quelque sorte. Ok, donc l'histoire a commencé en 94 en fait. C'est le premier moment où j'ai mis les pieds à Hong Kong. Ça, c'était avant la rétrocession à la Chine. C'était avant ça, ouais, tout à fait. Donc, tu as connu l'époque, la grande époque. Je ne sais pas si on peut parler de grande époque. J'imagine que ça a été une grande époque ces 30 dernières années, pour moi en tout cas. Donc c'était une époque un peu particulière, hein, en effet. Décembre 94, je suis arrivé ici. Coup de cœur pour la ville. Et donc j'ai décidé de rester. Et voilà, presque 30 ans plus tard, j'y suis encore. Tu es venu en vacances ou... On était venu en vacances, ouais, en effet. Donc avec le backpack, là. Et voilà, un gros coup de cœur, extraordinaire. Quand on descend sur Tsim Sha Tsui, là, qu'on voit le Victoria Harbour en face de nous, qui n'a pas vraiment changé, un petit peu, mais qui est toujours aussi majestueux, c'est quand même extraordinaire quand tu as seulement une vingtaine d'années. Et tu te dis, oula, super, il y a peut-être des choses qu'on peut faire ici. Alors tu viens d'où en France? À Paris. Région parisienne. Donc, bon, c'est une grande ville quand même. Ouais, grande ville. C'est pas comme si tu dépaysé, que tu venais d'un petit village. Non, en effet, ouais. Non. Et du reste, je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent de petits villages qui ont un petit peu de mal avec Hong Kong. Ça bouge un peu trop, quoi. Hein. Donc, le fait d'avoir été déjà un petit peu soumis à cette pression, à ce bruit, etc., j'imagine que ça m'avait déjà formaté. Et pourquoi amoureux de Hong Kong? C'est quoi? C'est l'ambiance, c'est la qualité de vie, c'est les restos, c'est les gens, c'est quoi? Voilà, c'est tout ce que tu viens de dire en fait. Les opportunités quand on est jeune, hein, c'est clair. J'ai cru comprendre que pour les Français, c'est toujours un petit peu difficile aujourd'hui pour les jeunes Français. Donc, quand on arrive ici, c'est une autre dimension. C'était vrai il y a 30 ans. Pour moi, ça l'est toujours. C'est un environnement complètement différent. Très, très pro-business. Mais avec une grosse qualité de vie également. Je pense que tous les gens qui connaissent Hong Kong et l'expatriation de façon générale voient toujours Hong Kong comme un bon mix entre les opportunités professionnelles qu'il peut y avoir, mais aussi le fait que 70% ou 65% du territoire aujourd'hui est toujours préservé, protégé avec des parcs naturels, etc., des îles superbes où on peut bon vivre. Il y a vraiment deux facettes de Hong Kong et les gens essaient de cumuler l'une avec l'autre. Je pense que tout le monde est content ici. Ouais. C'est-à-dire c'est à la fois une ville, une grande ville business avec des gratte-ciel, un peu comme Londres, Paris, New York, mais aussi beaucoup de montagnes, de plages, un peu comme la Thaïlande. Donc en fait, c'est entre les deux. On n'a pas besoin de choisir qu'une ville business où le temps est pourri, où il n'y a que des buildings, etc. Et le côté un lieu paradisiaque, mais où il n'y a pas de business comme d'autres pays comme la Thaïlande, etc. Au moins. Et là, Hong Kong, ça cumule les deux. C'est ça, c'est ça. Puis tu l'as dit derrière, hein, des gens qui sont éminemment sympathiques. Alors évidemment, pas forcément très facile d'accès pour un certain nombre d'entre eux. Une manière différente d'être sympathique. Exact. C'est pas sympathique comme dans le sud de la France. Non. C'est une autre manière. Les gens ne te tapent pas dans le dos et ne t'invitent pas chez toi. Non, ils ne vont pas faire ça. Mais ils sont toujours très cordiaux. Ils sont éminemment pragmatiques. Donc, il est facile de travailler et d'avoir de bonnes relations avec eux. Pas d'agressivité, ce qui est énorme aussi quand on vient de la région parisienne aujourd'hui en France. On a un petit peu d'anxiété ici ou là et beaucoup est lié à l'agressivité, la violence, etc. Donc on n'a pas ce genre de problème ici, ce qui est un stress énorme en moins. Hein. Et donc, c'est-à-dire que tu sors du bureau, là, tu rentres tranquillement chez toi, tu as l'esprit en paix. Tu sais que tu ne vas pas être importuné dans le métro en fin de journée. Voilà, c'est ça. Bah, tu demandes aussi à tous les gens qui sortent le soir. Ce n'est pas mon cas parce que je suis un petit peu vieux maintenant. Mais tous les jeunes qui sortent, ils vont te le dire, à 3 h du matin, personne n'est embêté dans les rues de Long Kwai Fong ou Wan Chai en fait. Hein. Donc c'est vraiment un endroit où, me semble-t-il, il fait toujours bon vivre. Et avec des opportunités professionnelles qui sont toujours intéressantes. Oui. D'accord. Alors, opportunités professionnelles, raconte-nous, dès que tu es arrivé, tu as créé Power Brand ou tu as fait autre chose avant? C'est quoi le parcours? Ok, donc en fait, j'ai travaillé pour différentes compagnies jusqu'en 2012. J'ai fait c'est l'année où je suis arrivé. C'est vrai.
J'ai fait mon lot de passer ma vie dans les avions et dans les aéroports, parce que c'est le lot de beaucoup d'expatriés ici. Hein. Hong Kong est donc une plaque tournante sur l'Asie. Ouais, tu avais beaucoup de business trips. Ouais, donc il y a énormément de gens ici qui ont leur base à Hong Kong, mais en fait qui tournent sur toute la région. Hein. Hong Kong est un hub aérien, donc ça rend les choses tellement simples. Et donc j'ai fait mon lot de tout ça pendant allez, c'est ça, 95, 2012, 17 ans, quoi. Hein. Et donc, 2012, il y a eu l'opportunité avec ma femme de finalement pouvoir travailler ensemble. Enfin, finalement, c'est pas quelque chose que l'on souhaitait beaucoup de longue date, mais c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, on est d'accord. Mais on s'est dit que d'abord ce serait intéressant et puis ensuite ce serait possible. Et puis voilà, 12 ans après, en 2024, oui, manifestement ça a été le cas. Alors, on est bien différents l'un de l'autre et on apporte des choses différentes à la compagnie. C'est aussi pour ça, à mon avis, que ça tourne si bien. C'est yin et le yang. Voilà, donc c'est le but du jeu en fait, d'essayer d'ajouter des complémentarités. Elle est hongkongaise, née ici, donc elle a évidemment une connaissance du marché local qui est bien supérieure à la mienne, avec des facilités de communication pour les familles locales. Est-ce que tu parles très chinois mal ou pas? Très mal. Un peu cantonais, un peu mandarin? Ouais, bon, évidemment, je comprends après 30 ans. Et elle tu parle comprends. français? Elle ne parle pas français non plus. Non. Donc là-dessus, au niveau linguistique, on est resté aussi bien distincts l'un de l'autre. Et les enfants, ils parlent les deux, ouais. Les deux, ouais. Donc voilà, tu sais ce que c'est. Hein. C'est une ville internationale, donc il faut essayer de les exposer, ces enfants, à des langues différentes. Et évidemment, s'ils ont la chance d'avoir de parents binationaux, il faut essayer de cultiver ça. Ouais. Bien sûr, les deux. D'accord. Alors donc, 2012, tu as décidé que tu en avais marre des business trips. C'est quoi Parce que les gens qui nous regardent en France, ils rêvent d'être en Asie, de voyager tout le temps. Ouais. Mais toi, tu dis, là, j'en ai marre, j'ai plus envie, les hôtels, les avions, j'ai envie de me poser, de créer ma petite boîte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi ça devient fatigant? Ça devient quoi? Oui, les avions. La routine? Quand tu passes ta vie dans les avions, au contraire de la passer avec ta femme et tes enfants, de toute façon, tu sais que c'est toujours un sacrifice. Et puis ça va bien 5 minutes. Bon, ça a duré plus que 5 minutes hein, quand même, hein, donc j'ai fait ma part. Et puis c'était une réflexion personnelle, pas seulement professionnelle. C'est-à-dire que quand tu avances dans l'âge, tu as envie de faire autre chose. Tu as envie de, par exemple, rendre à la communauté. Moi, c'était très fort à ce moment-là. Hong Kong, c'est une ville, il faut bien être conscient de tout ça. Hein. Quand on arrive à Hong Kong, on est invité par la ville à Hong Kong à rester. Hein. On n'est pas des nababs et on va faire ce qu'on veut ici. Hein. Donc, on s'intègre dans cette société et si c'est possible, on contribue. Et donc, l'idée, c'était vraiment de passer à cette étape de contribution où, avec toutes les opportunités que Hong Kong m'a données, avec tous ces gens que j'ai rencontrés qui sont extraordinaires, etc., qui ont aidé mes enfants, le but du jeu, c'était d'essayer de rendre l'appareil et de rendre les choses plus faciles aussi pour tout un tas de familles défavorisées à Hong Kong qui n'ont pas cette connaissance qu'on peut avoir quand on a fait des études et quand on vient de pays étrangers, des connaissances éducatives grâce à ma femme, cognitives grâce à moi. Et le but du jeu, c'était vraiment de passer à cette nouvelle étape au niveau personnel en se disant, voilà, je suis là, je peux aussi contribuer. Derrière. Voilà. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que c'est un centre spécialisé pour certains qui ont un handicap, c'est ça? Ah, tout à fait. En l'occurrence, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ouvert à tout le monde qui a un cerveau, parce qu'on a tous des possibilités d'amélioration, des moments dans notre vie où les choses vont moins bien et on doute au niveau émotionnel. Il y a toujours une relation directe entre l'émotionnel et le cognitif. Donc, évidemment, plus tu es stressé, plus tu es fatigué et moins tu tilt, réagis rapidement, ou ta mémoire commence à se dissiper. On n'a pas la mémoire à 40 ans qu'on avait à 20 ans, enfin ce genre de choses. Pour ça, quand on n'est pas au top. Voilà, quand on n'est pas au top, il y a de toute façon directement un impact sur ta situation cognitive. Donc il y a des exercices ici qui peuvent permettre de stimuler. C'est ça, c'est de la stimulation cognitive. Ouais. Alors c'est quoi le concept? Alors le concept, eh ben, écoute, voilà, le concept,
plutôt que des grands discours, je vais essayer de te l'expliquer comme ça, de façon très simplifiée. Voyons voir ça. Alors, c'est plutôt facile à comprendre. Le problème, la difficulté n'est pas dans le fait de comprendre ce tableau ici. Il est dans le fait de pouvoir mettre en relation tout ce que l'on sait aujourd'hui au niveau scientifique, hein, au niveau biologique, au niveau cérébral du cerveau, avec une formule qui permet d'impacter de façon efficace et durablement sur chacune de ces zones que l'on essaie d'impacter. Alors, de façon très simplifiée, hein, nous avons en fait le cerveau d'un individu ici, et le but du jeu en fait, c'est de savoir comment le cerveau reçoit une information. Okay, donc, c'est pour ça qu'on est vraiment au cœur des process d'apprentissage ici, parce que, évidemment, tout commence par comment le cerveau reçoit l'information qui est donnée. Donc, nous avons des choses qui sont faites de façon automatique, hein, ça s'appelle, c'est ici, là, derrière ton front, ça s'appelle le cortex. Et donc, en fait, tu as des choses qui se mettent en place automatiquement. Donc, lorsque l'on te dit quelque chose, d'abord, il faut que tu y payes attention, parce que si tu ne peux pas te souvenir de quelque chose auquel tu n'as jamais prêté attention. Donc, il faut que ton attention, ta concentration soit là lorsque tu reçois cette information. Il faut aussi que ton cerveau soit suffisamment rapide pour prendre cette information. Et par exemple, dans une classe ou pendant une conversation, il y a énormément d'informations qui vont arriver en fait. Donc, si tu n'as pas de souci au niveau de ce qu'on appelle la rapidité de compréhension et d'exécution, tu peux prendre ces informations les unes après les autres. Ces trois choses-là vont de concert, hein. Elles sont toujours ensemble. La working memory, ou ce qu'on appelle la mémoire de travail en français, étant le troisième élément, donc qui interagit avec tout ça, qui fait que, encore une fois, si tu as fait attention à ce qu'on te disait, si tu as été capable de prendre toute cette information sans overload, par exemple, eh bien, tu vas commencer à être capable de mémoriser cette information. Mais dans un premier temps, cette information, elle ne reste que là, dans cette partie automatisée de ton cerveau qui s'appelle le prefrontal cortex. Après, il faut que tu en fasses quelque chose de cette mémoire. Et ça se fait en basculant sur l'arrière de ton crâne ici, sur ce qu'on appelle la long-term memory. Donc si en fait, au niveau du process de départ, si l'information a bien été prise, et si tu as été capable de la travailler, cette mémoire, eh bien, à un moment donné, et notamment pendant ton sommeil, en fait. C'est pour ça qu'il est très, très important d'avoir un bon sommeil pour une optimisation des capacités de mémoire. Eh bien, pendant ton sommeil, ton cerveau va continuer à travailler. Toi, tu dors, mais le cerveau travaille d'arrache-pied pour en fait emmagasiner dans ce qu'on appellerait une knowledge bank, toutes ces informations que ton cerveau a prises pendant la journée et qu'il a estimé être intéressantes à garder pour un terme un peu plus long, ce qu'on appelle le long-term memory en anglais. Et donc, voilà, ce que l'on fait ici, c'est la reconnaissance finalement de comment le cerveau marche pour tout ce qui est apprentissage. Ça, ce sont des choses que l'on connaît depuis 60, 50 ans. Hein. Il y a eu des prix Nobel aux États-Unis pour l'attention et la concentration dans les années 60. C'est scientifiquement validé, il n'y a pas de souci. Mais le but du jeu, c'était vraiment de mettre ça de façon assez claire et ensuite de trouver un moyen pédagogique de façon à pouvoir agir de façon, encore une fois, efficace et durable sur chacun de ces paramètres. Hein. Donc, lorsque l'on sait que, par exemple, un individu a des problèmes d'attention ou des problèmes de mémoire à long terme, comment est-ce qu'on va mettre un certain nombre de choses en place pour essayer d'avoir un entraînement qui permet de changer et l'une et l'autre de façon bénéfique. Spécifiquement ces zones, ces points. D'accord.
Voilà. Donc c'est un peu l'entraînement cognitif, si tu veux, c'est une espèce de, c'est mettre en place encore une fois des choses. Alors nous, on s'adresse à des jeunes, hein, donc on a des jeunes aussi jeunes que 4 ans ici. Donc je ne vais pas faire un tutorial, je ne vais pas faire un exposé à ces gamins sur qu'est-ce que la working memory et quel est l'impact de ta working memory sur son attention. Donc il faut mettre en place des jeux en fait. Pour valider tout ça et les exposer et leur faire comprendre en effet que lorsqu'ils ont des problèmes d'attention et de concentration, ils vont forcément avoir des problèmes de mémoire parce que l'information n'est jamais arrivée aux zones déterminantes du cerveau. Alors, Donc on fait ça de façon plutôt ludique avec les enfants. alors c'est qui les participants? Il n'y a pas que des enfants, il y a Non, aussi il des n'y a pas adultes que des enfants. Mais de façon historique, de façon culturelle, je dirais, les familles hongkongaises mettent plutôt l'argent vers les enfants. Ils mettent le paquet pour que les enfants. c'est ça, Tout est compétitif ici. Il faut qu'ils soient le meilleur à l'école, le meilleur des activités extrascolaires, parce etc. que c'est le futur. Donc ils ne veulent pas nécessairement mettre de l'argent pour la grand-mère qui a 70 ans, alors qu'il y a encore plein de choses à faire à 70 ans. Mais culturellement, c'est comme ça. Les choses vont changer, les choses changent déjà. On l'a vu en Europe. Maintenant, on peut faire plein de choses quand on est senior. Le 70s, the new 60, n'est-ce pas? Mais voilà, ça prend encore un petit peu de temps. C'est des sociétés traditionnelles ici. Hein, et puis, donc, il faut respecter ça. Et le fait est que donc, depuis 12 ans, c'est plutôt à des enfants qu'on fait l'entraînement cognitif. Plutôt qu'à des adultes, même si on a toujours une dose d'adultes, des gens qui, en effet, des femmes, des hommes, qui se rendent bien compte que voilà, c'est plus aussi facile qu'avant d'enregistrer des choses, cérébralement, évidemment. La mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant. Et puis, si on est suffisamment au fait de ça, on s'aperçoit qu'en fait, et ça c'est quelque chose de très fort aussi qui a été validé au niveau scientifique, ça s'appelle la neuroplasticité. C'est la reconnaissance que notre cerveau, en fait, il continue d'évoluer de la même façon que le reste du corps humain. Et donc, toute la vie? Comment? Toute la vie, oui, tout à fait. Donc, évidemment, il y a des zones, il y a des périodes dans la vie qui sont plus plastiques, qui sont plus plastiques et donc d'autres plus figées que les autres. Je me souviens, moi, quand j'étais encore assez gamin en France, il y avait un bouquin qui s'appelait Tout se joue avant 6 ans. Je ne sais plus qui l'a écrit, peut-être un pédiatre, peut-être un psychologue, peut-être un autre spécialiste. Mais donc tout se joue avant 6 ans et les gens, ça avait fait évidemment c'est un super titre pour vendre ça. Donc il y avait eu beaucoup de débats là-dessus et c'était un best-seller, je crois. Hein. On sait depuis. Alors peut-être l'écrivain le savait à ce moment-là, mais on sait de toute façon, de façon très claire aujourd'hui, que tout ne se joue pas avant 6 ans. Mais c'est vrai qu'il y a une période entre 3 et 6 ans, entre 2 et 6 ans on va dire, qui est très plastique. Donc quand on a des enfants, c'est vrai qu'il est bien de les exposer à par exemple des langues étrangères ou des choses sur lesquelles on voudrait qu'ils fassent attention le plus tôt possible, hein, sachant qu'il y a faut pas mettre un gamin de 4 ans sur des cours de maths compliqués, etc. Ça ne sert à rien. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut les exposer. Le plus tôt est le mieux. Il y a aussi tout un tas de déficiences cognitives qui sont repérées de toute façon très tôt aujourd'hui, hein, entre 2 et 3 ans. Et donc, ce qu'on appelle une intervention rapide et la plus tôt possible va être plus efficace avant 6 ans, plutôt que si on s'y prend entre 12 et 14 ans, par exemple. Mais voilà, c'est la reconnaissance que de toute façon, le cerveau est plastique, la neuroplasticité, et qu'il y a des évolutions qui se font tout au long de ta vie. Ma tante a commencé à apprendre l'espagnol à 79 ans, tu vois, et c'était possible, quoi. Hein. Et ça marchait? Bien sûr, à son niveau. Chacun à son niveau. Je veux dire, on n'est pas en train d'essayer de dire qu'on fabrique des génies ici ou là, c'est pas du tout le cas. Mais tous, à notre niveau, on peut continuer d'améliorer notre cerveau. Notre cerveau évolue avec l'âge. En fait, pourquoi est-ce qu'on a
l'impression que la mémoire n'est pas aussi bonne qu'avant parce qu'en fait, traditionnellement, il y a des zones qui évoluent. Et le fait que tu ne peux plus apprendre par cœur des pages comme tu le faisais à l'université, par exemple, c'est parce que ton cerveau a accumulé tout un tas d'expériences aussi. Et qu'en fait, dans son acquisition d'informations, il commence de plus en plus à regarder, en fait, si la nouvelle information en question fait sens par rapport à cette knowledge bank qu'il a, c'est-à-dire toutes ces expériences accumulées. Il y a de plus en plus d'interactions entre les deux zones, là, le cortex et là-bas. Et est-ce que finalement cette information est valide? Est-ce qu'elle fait sens? Est-ce que c'est important pour moi de m'en souvenir? Il fait déjà un tri. Oui, il fait un tri énorme par rapport à une information qui a déjà été assimilée. Donc en fait, c'est aussi comme ça que notre cerveau évolue, parce que fondamentalement, notre cerveau utilise d'autres moyens pour confronter des nouvelles informations qui arrivent. Donc voilà, et ça c'est le produit de l'âge, c'est le produit de l'évolution naturelle. Alors cette méthode, elle vient d'où? C'est pas quelque chose que tu as inventé, ça vient de quel pays? Ça ne vient pas de Hong Kong? Est-ce que ça existe en France? Alors, première question, et c'est en référence à ce que je disais tout à l'heure sur les prix Nobel des années 60. Là. Tout a commencé, allez, on va dire dans l'ère moderne en tout cas, aux États-Unis. Donc, par exemple, cette formule que l'on a importée ici à Hong Kong, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis 25 ans et qui part sur, encore une fois, ce principe-là et qui marche depuis 25 ans aux États-Unis, dans différents states du pays là-bas. Et donc, quand en 2012, on a cherché avec Teresa et avec un cher ami qui a fondé cette compagnie ensemble. Lorsqu'on a décidé de faire quelque chose dans l'éducation, ça s'est tombé sous le sens parce qu'en fait, Teresa a été enseignante pendant de nombreuses années et il lui semblait manquer toujours quelque chose. C'est une enseignante extraordinaire, elle a la passion, elle a la patience, etc. Mais dans un certain nombre de cas, elle ne pouvait pas comprendre, en fait. Elle n'arrivait pas à saisir le petit truc qui lui manquait, malgré toute sa volonté, malgré tout son amour et cette mission très forte d'enseigner. Et elle se disait, il y a quelque chose que je n'ai pas ici. Et le fait qu'elle soit plus éduquée au niveau cognitif, ça lui a permis de comprendre. C'était la pièce manquante du puzzle, si tu veux. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé cette compagnie, en achetant cette licence américaine. Et après de 12 dernières années, on l'a localisée, je dirais. Il y a des choses qui sont plus relevantes sur une population asiatique, etc. Donc, il y a des choses qu'on a fondamentalement changées. On a aussi ouvert la formule au moins de 7 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Encore une fois, parce que early intervention, une intervention rapide, c'est vraiment important. Donc, on a fait ce qu'il fallait ces 12 dernières années pour rendre la formule aussi efficace et adaptée à la population que l'on a aujourd'hui. D'accord. Et donc, quand tu dis qu'il lui manquait quelque chose, c'est-à-dire elle avait des enfants qui avaient des difficultés ou en fait elle était assez perfectionniste, elle voulait savoir comment optimiser encore plus. C'était quoi la difficulté? En fait, les gens, donc je sais qu'il y en a qui sont en difficulté, qui veulent adresser ces problèmes, mais est-ce qu'il y en a qui viennent parce qu'ils n'ont aucune difficulté, mais qui veulent aller encore plus loin, ils veulent être plus compétitifs, j'ai l'impression que ça existe aussi? Oui, bien sûr. Ouais. On a eu l'exemple il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois. Donc, une famille qui vient et qui dit mes voisins ont un gamin qui commence l'université à 12 ans, je veux faire la même chose. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très asiatique comme mentalité. Et donc, vous faites quoi? C'est la même chose, c'est la même chose en fait, puisque donc, de toute façon, d'abord c'est le même cerveau, on est Homo sapiens, donc ça ne varie pas là-dessus. Mais ensuite, encore une fois, je te l'ai dit, on commence par un test, un assessment qui va nous donner le profil de la personne. Et après ça, c'est la même déclinaison d'exercices, sauf que les niveaux de départ sont différents en fait. Mais le processus est le même, notre attachement à avoir des résultats probants, c'est le même, c'est simplement des différences de niveau, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des exercices que je peux essayer? Wow, ok. Donc oui, en effet, il y a 2-3 trucs qu'on peut faire. Alors,
Où est-ce que c'est? Ça, par exemple. Donc, encore une fois, beaucoup des exercices que l'on fait tournent autour de ça. L'attention à la concentration, les mémoires, la rapidité d'exécution, l'organisation, ce genre Un de truc choses. facile, hein, parce que pour la vidéo. Donc, on va essayer de te prendre un truc, en effet, pas trop qui va pas trop te challenger. Je sais pas, tu es un adulte tout in two, ça va être trop facile pour toi. Allez, on va partir sur du 2 in 4. Donc là, par exemple, un exercice visuel. Hein. Donc ça montre bien que, encore une fois, c'est pas des maths, c'est pas le curriculum qu'il y a dans les écoles. Hein. Elles sont là pour ça. Mais nous, on travaille sur les fondements sous-jacents. Un gamin qui peut avoir des problèmes pour parler bien anglais, par exemple, c'est parce soit il a des problèmes, l'information auditive n'arrive pas, donc il va parler peut-être anglais, mais avec un accent très très fort, auquel cas il faut jouer sur tout ce qui est auditory perception, ou alors c'est parce qu'il n'arrive pas à enregistrer des informations visuelles. Hein. Donc là, par exemple, c'est une information visuelle que je vais te soumettre. J'espère que les gens peuvent voir. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est très facile finalement. C'est une carte où il y a 9 informations. Donc, cette information, elle est déclinée de la façon suivante avec des cases en fait. Hein. Donc, il y en a 9 ici. Il y en a où il y a des symboles et puis il y en a où il n'y a rien. Okay? Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu saches aussi qu'en fait, ces informations où il y a quelque chose sont entourées par des informations où il n'y a rien. Donc, on va reconnaître ça en disant de façon très simple X. Alors, on le fait en anglais, donc je vais faire ça en anglais. X blank, donc ça veut dire il n'y a rien, ok? Ça veut dire que tu reconnais qu'il y a bien une information plutôt que de la zapper. Sinon, je ne sais pas ce que ton cerveau a vu ou pas. Ok, donc X blank O. Blank, 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 O, O, blank. OK, facile. Donc, le but du jeu, en fait, c'est... ici, c'est un exercice de short-term memory qu'on peut ensuite allonger. Mais short-term memory, c'est-à-dire que je vais te montrer ça pendant seulement quelques secondes. Le temps pour toi de regarder ces 9 informations. Je vais tourner ça vers moi. Je dois me rappeler. Et tu dois me dire ce que tu as vu. Voilà, c'est aussi simple que ça. OK, donc je vais te soumettre ça. Allez, il y a 4 symboles, donc je vais te donner 4 secondes pour la regarder, d'accord? Ready, go. 1, 2, 3, 4. Voilà. X blank, cercle, comment tu O. dis? O. Blank, blank, blank. O, O, blank. C'est ça, tout à fait. Super. Maintenant, il y a un élément déterminant dans notre entraînement cognitif qui est l'usage du métronome. Okay, donc le métronome. Le métronome. Alors ça c'est dans notre entraînement cognitif, c'est l'équivalent d'une arme thermonucléaire parce que en fait. Oula, ça fait peur. Ça peut faire peur, ça peut intimider énormément, mais en fait on l'utilise avec plusieurs utilités. C'est-à-dire que d'abord, comme c'est un métronome, je peux monter la cadence ou je peux la décroître. Donc, ça dépend aussi de ce que je veux. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes d'attention et de concentration pourrait être très confortable si je la monte. Par contre, si je commence à la décroître, parce que quand on a des problèmes d'attention et de concentration, par exemple, on a des problèmes pour retenir une information. Ça s'appelle la working memory. C'est une partie de la working memory. Donc, le fait que tu descendes la cadence, ça commence à devenir vraiment plus difficile pour les gens qui, évidemment, doivent retenir l'information encore plus longtemps. Okay? Donc, ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes d'attention. Mais encore une fois, si tu as un problème de processing speed là, je vais essayer de simplement monter la cadence et le faire de plus en plus souvent pour que tu puisses mémoriser, prendre le plus d'informations le plus rapidement possible. Je n'ai pas compris. La cadence de quoi et c'est quoi ce bruit? Alors, c'est-à-dire, c'est le temps limite pour chaque. Exactement. Okay. Donc, on va faire exactement la même chose que ce que tu viens de faire, mais on va le faire en cadence, en fait. Hein? C'est pas plus bête que ça. Donc, notre standard, c'est 120 BPM, beat per minute. Donc, le but du jeu, c'est de jouer en cadence pour moi et pour toi. Okay? Donc, par exemple, quand je te montre ça, 1, 2, 3, 4. Donc, les 4 secondes ont été nommées selon une cadence bien précise. Et toi, tu vas me restituer aussi ce que tu as vu selon une cadence bien précise, à savoir tap, 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 tap. Okay? Donc, dans le cas existant, je vais te montrer ça. 1, 2, 3,
4, et tu vas me dire X blank O blank 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 O O blank. OK? Donc pour chaque bit, tu vas me restituer une information. Ah, d'accord, chaque bit. OK? Chaque bit. Donc il y a 9 bits, tu vas me dire 9 informations. Ok. D'accord? Je passe à la suivante parce que celle-là, évidemment, tu l'as mémorisée. Ready and go. 1, 2, 3, 4. Blank, 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 X, blank, O. Ah, je les laisse regarder. Je les laisse regarder. C'est pas si Après, facile, c'est n'est-ce plus- pas? Ah ouais, ouais, non, non, là, j'ai raté une ligne. O, blank. Another one. Ok. Ready, go. 1, 2, 3, 4. Blank, X, O, X, blank, blank. Et le dernier, oh là, attends, blank, O, blank. Yes, blank, go, blank. Voilà, très bien. Alors là, tu as Ah, eu c'est une pas facile, hésitation sur le dernier. Parce que, pourquoi? Parce que d'abord, il a fallu que ton cerveau s'adapte à ça, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que ça ne s'est pas bien passé le deuxième, parce que tu avais en fait plein d'informations qui te sont arrivées d'un seul coup. Il fallait que tu regardes, il fallait que tu fasses attention à ça. Tu avais le facteur vitesse qui a contribué à une situation émotionnelle élevée, c'est-à-dire, oh là là, attention, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu plus stressant. Et encore une fois, il y a une relation directe entre le stress, la fatigue, est-ce que tu peux mémoriser, payer attention à, etc., etc. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui se sont passées dans ton cerveau simplement par le fait d'introduire ça. Okay? Et donc, toi, tu es un adulte, tu es supposé être plus facilement, gérer plus facilement le côté émotionnel. Mais évidemment, pour un gamin de 6 ou 9 ans, ça peut être des choses qui sont, Il va être stressé, il va être qui sous sont pression, ouais. très, 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 très impactantes. Donc, en fait, ça, c'est déjà des choses à gérer. Ensuite, sur le dernier, tu t'es très, très bien débrouillé, même si tu as manqué un petit peu de vitesse à la fin. Et puis, ce que tu disais, en fait, le doute, il est intervenu ici, sur la dernière ligne. Les premières lignes ont été prises sans aucun problème, mais le doute était sur les dernières 3 informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme la majorité des gens qui viennent de France, en tout cas de pays occidentaux, ta première réaction, ça a été de regarder les choses en partant du haut, de gauche à droite. Et donc, en fait, au bout des 4 secondes, tu es arrivé à peine à la fin du truc. Donc, c'est pour ça que ta mémoire n'est pas aussi vivace que les 2 premières lignes où tu as passé facilement les 3 premières secondes ou les 2 premières secondes et quelques. Donc, évidemment, plus on regarde une chose et plus ça va être imprimé de façon durable. Mais ce que l'on regarde encore pas forcément ou de façon très, très vite, la mémoire va être plus difficile à capter, si tu veux. Donc, voilà, c'est ce genre de choses que l'on fait sur des choses très spécifiques. Hein, là, donc, ça s'appelle en anglais Visual Short-Term Memory, Spatial Perception. Mais tu vois, dans ces exercices d'apprentissage, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et le fait qu'on introduit des variantes un peu plus stressantes, par exemple, ou des variantes de vitesse, etc., ce sont des choses impactantes parce qu'on est des animaux un peu particuliers qui réagissent non seulement aux choses que l'on voit, mais aussi à tout notre environnement. Et on ne peut pas différencier ceci de cela. Et ça, cette méthode, c'est aussi la reconnaissance de ça. C'est le fait que un gamin qui est dans une classe avec 30 autres élèves, eh ben, il doit gérer aussi un environnement plus bruyant, où il y a des choses qui se passent, un voisin fait tomber son crayon à papier, ou un autre voisin commence à parler avec l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans un environnement d'école, mais aussi un environnement de bureau. Hein. C'est la même chose quand tu es au bureau et que tu es dans un meeting et tu ne trouves pas ça très intéressant et que tu commences à te dire je serais mieux ailleurs, ou tu as des collègues qui sont en train de parler l'un avec l'autre, tu n'entends pas ce qui se passe, etc. Donc, c'est ça, la reconnaissance que tu as un cerveau, mais ce cerveau doit gérer aussi tout un tas de choses. Et encore une fois, tout dépend de la base de départ de ce cerveau. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut te concentrer facilement dans un environnement bruyant? Est-ce qu'au contraire, tu as besoin d'être dans des endroits isolés? Les gens aussi fonctionnent par rapport à leur cerveau. Et pourquoi est-ce que quelqu'un devient un chimiste ou un IT ou un public relations? C'est aussi parce qu'en fait, ils ont un profil cognitif dont ils ne sont pas forcément au courant, mais qui aussi prédispose les choses qu'ils aiment et les choses qu'ils n'aiment pas, les choses où ils sont confortables et les choses où ils ne sont pas confortables.
Ok. Et ce profil cognitif, c'est quelque chose qui, tu es né avec ou c'est quelque chose que tu développes dès le plus jeune âge? Les deux, les deux, les deux. Il y a le nature et le nurture. Donc en effet, on parlait tout à l'heure des gens qui passent de plus en plus de temps sur les vidéos et qui ont des, des zones de concentration de plus en plus courtes. Je pense que c'est un vrai problème, ça. Ouais, les gens regardent, on zappe vite les vidéos, on regarde 10 secondes. C'est ça, c'est Là, ça. la vidéo qu'on fait pendant, je sais pas, une demi-heure, une heure, il y a peu de gens qui le regardent. Ouais, c'est très possible, ouais. Par contre, ceux qui regardent sont vraiment intéressés. Ouais, Mais de nos jours, les gens ont peu d'attention. ouais, tout à fait. Ils le reconnaissent. Hein. Et il y a 10 ans, j'avais publié sur notre website un article sur comment Google commençait à façonner les cerveaux. Parce qu'en effet, il y a une façon très, très distincte de rechercher avec des keywords sur la planète Internet. Et donc, ça avait commencé à formater la façon que les gens ont de penser, de rechercher une information, etc. Et donc, c'était quelque chose, encore une fois, qui presque 12 ans. Comment est-ce que Google formate nos cerveaux? Et aujourd'hui, c'est le cas évidemment d'un Facebook, d'un TikTok, de toutes ces plateformes qui font qu'en effet, les problèmes d'attention ne se sont pas améliorés parce que quand de plus en plus on soumet son cerveau à des choses rapides et où on passe plus de temps, eh bien, il y a un vrai impact sur la façon avec laquelle ce cerveau reçoit une information, quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et est-ce que c'est vraiment néfaste finalement? Parce qu'après, les gens disent, ouais, ben, de nos jours, c'est comme ça, on n'a pas le temps, on passe les vidéos, voilà. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un problème? Ou est-ce qu'il faudrait faire l'exercice? Alors, c'est une bonne question. Alors, évidemment, je dirais non, c'est vraiment un gros problème, il faut venir ici. Mais en tant qu'adulte, c'est vrai que finalement, ça a l'air d'être moins un problème parce qu'on a ce petit outil magique qui va nous donner la solution à chaque moment qu'on pianote quelque chose. Le seul problème, c'est que les systèmes éducatifs à Hong Kong et ailleurs n'ont pas évolué de cette façon. C'est-à-dire que en effet, peut-être maintenant, de plus en plus de gamins, on leur autorise de venir avec notamment lorsqu'ils sont adolescents, en fait, avec un portable ou un iPad. Mais aujourd'hui, pour les jeunes catégories, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, ils sont dans un système qui est plus 20e siècle, où le professeur dispense un certain nombre d'informations. Et attention, hein, on est en train de parler de 7 à 8 heures par jour quand même, hein, avec des périodes de 1 heure, 45 minutes à 1 heure, des petites périodes de repos, et puis de nouveau une période d'1 heure. Donc il y a de plus en plus une dichotomie entre ce que les gamins voient sur un iPad et puis de façon générale avec leurs parents, où en effet, il faut que ça flippe, il faut que les informations passent rapidement, et puis ils arrivent à l'école et au contraire, là, c'est un autre modèle où il faut rester concentré. Est-ce que c'est l'école qui doit s'adapter et changer son mode d'enseignement ou est-ce que c'est tout le monde qui doit en fait s'entraîner pour réussir à suivre à l'école parce que c'est... Alors, ouais, le but du jeu, en effet, en tout cas pour PowerBrain dès le départ, ça n'a jamais été de changer le système éducatif, puisque le système éducatif, il est ce qu'il est un peu. Ouais, il est ce qu'il est en fait. Hein. Bon, on sait que ça a commencé à changer, mais c'est lourd en fait, c'est très très lent. Et donc, avant que ça ne change de façon substantielle, combien de gamins, en fait, souffrent à l'école? Combien de gamins commencent à haïr l'école, en fait, hein, puisque c'est un système qui, non seulement n'est plus en phase avec ce qu'ils voient dans l'autre réalité, ouais, mais qui aussi, de toute façon, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui sur le cerveau, n'est plus très en phase avec ce que l'on sait que l'on devrait faire. Pour prendre en compte toutes ces spécificités cognitives que les gens ont. Donc, il y a un vrai débat ici. Comme d'habitude, de toute façon, la vérité est toujours entre les deux, c'est-à-dire qu'entre les deux extrêmes. Je pense qu'on va trop loin dans notre consommation à outrance de vidéos de 10 secondes, etc. On ne lit plus assez. Mais d'un autre côté, il faut en effet s'adapter aux nouvelles technologies. Je pense que la vérité est toujours entre les deux. Il faudrait qu'on puisse faire l'un et l'autre. D'un autre côté, il y a trop d'informations. Ouais, c'est ça. De nos jours, à l'époque, on n'avait pas autant de lettres, de messages. Donc, maintenant, on en a tellement qu'en fait, on ne peut pas tout lire, qu'on n'a pas le temps dans 24 heures, donc on est obligé de zapper, d'aller à l'essentiel. C'est ça. Mais ça a aussi des conséquences. Ça a des conséquences. Alors, le cerveau est supposé être... quand on me demande quelle est la mission du cerveau,
évidemment, tout éducateur va dire c'est d'apprendre. Eh bien, non, en fait, la mission principale du cerveau, qu'on a depuis, je ne sais pas, 150 000, 200 000 ans, en tout cas dans sa forme actuelle, ça n'a jamais été d'apprendre, puisqu'il y a 50 000 ans, t'enfermez pas les gamins 8 heures dans une classroom. C'est de survivre, en fait. Donc, ton cerveau est là pour t'adapter à ton environnement, quel qu'il soit, et te permet de survivre. Donc, en effet, un gamin qui commence à 8 heures du matin sa classe, la survie, c'est de pouvoir faire assez pour être capable de tenir jusqu'à 17 heures ou 16 heures ou 15 heures. Donc, il va apprendre. Mais le but du jeu pour le cerveau, c'est vraiment de s'adapter à son environnement. Et donc, Mais là, l'environnement, c'est TikTok. voilà, si l'environnement, c'est TikTok, il y a 80 cerveaux sur 100 qui vont faire du TikTok. Le vrai problème, c'est pour les 20 autres. Qu'est-ce qui va se passer pour ces 20 autres? Et voilà, l'entraînement cognitif peut être pour ces gens-là et peut les aider à passer toutes ces difficultés. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Ça me vient maintenant Fantastique. parce que de nos jours, du coup, on sollicite moins son propre cerveau. En fait, il y a tout qui peut être automatisé ou presque. Ouais. Du coup, on développe encore moins nos capacités cognitives. Ah, c'est un débat de société, on est d'accord. Hein. Alors, les gens qui sont pour l'intelligence artificielle vont te dire oui, mais ça déplace en fait, ça déplace les choses plutôt que de les changer ou de les annuler. C'est-à-dire que tu vas commencer à passer plus de temps à faire d'autres choses que ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Donc tu vas être plus productif avec un environnement qui de toute façon devient différent, aussi un environnement de travail, etc. etc. Ouais, je pense on est de toute façon, encore une fois, là, comme le système éducatif, on est sur des tendances lourdes qu'on ne peut pas changer en fait. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de les faire les moins nocives possibles pour nous tous. Mais il faut continuer à aller de l'avant, je suis d'accord. Ok. Et cette méthode, elle existe en France? Je pense Tu as pas. déjà Non. vu ça? Non, je pense pas. Ça te dirait pas de développer ça, Non. faire un nouveau business là-bas? Je pense que les gens l'ont bien compris depuis les 20 minutes qu'on parle. Je suis très bien ici Ouais. et j'ai pas l'intention d'aller autre part qu'ici. Ouais, je suis tellement bien là. Est-ce que tu envisages un jour de rentrer en France? Non. Pas du tout, non. Non. Bah, tu rentres d'ailleurs en vacances une fois par an? Non, pas une fois par an. Un peu plus. Il y a un peu plus d'écart entre La dernière fois que j'y suis allé, ça fait exactement 2 ans en fait, en avril 2022. Ouais. Mais la France est un pays extraordinaire que j'aime beaucoup, mais ma vie très clairement est ici et j'en suis très content. Et puis il y a plein de choses à explorer ici. Donc voilà, non, j'ai aucune intention de revenir en France, mais j'espère que de plus en plus de Français vont venir à Hong Kong et voir de façon temporaire en tout cas tout ce que la ville a à offrir. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Voilà, ils regardent la vidéo, ils disent ah, tiens, ça a l'air intéressant, il y a pas mal de choses faites dans pas mal de domaines, donc y compris Power Brains qui n'existe pas en France, fait par des Français ici. Qu'est-ce qu'ils devraient préparer? Est-ce qu'il peut y avoir un choc culturel? Voilà, parce que toi, tu es là depuis très longtemps, ça fait combien de temps? Presque 30 ans alors, tu as dit. Donc toi, je pense que tu connais quoi encore mieux que moi, en tout cas d'une autre manière. Ouais, on a tous Qu'est-ce nos qu'il leur dit? expériences. Foncez, allez-y, faites attention de partir, pensez à ça, à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend aussi de l'âge qu'ils ont, hein, mais de façon générale, bien sûr qu'il faut venir à Hong Kong. Bien sûr qu'il faut voir la ville. Y rester pendant plusieurs années ou pendant 30 ans, après ça dépend de ce qui s'y passe, mais c'est une ville extraordinaire, Hong Kong. C'est une ville tellement unique. East meets West, n'est-ce pas? Donc au carrefour de deux civilisations. C'est ce que m'a dit Lucie hier. Ouais. C'est un mélange de culture occidentale et asiatique. C'est le grand truc de Hong Kong, mais c'est tellement vrai, hein, et on le voit tous les jours. Même si en fait, quand tu regardes la population qui réside ici, est à 95% chinois quand même. Hein. C'est pas comme si il y avait 50% d'expatriés ici, c'est pas le cas du tout. Donc tu es fondamentalement dans une société chinoise ici. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Il ne faut pas arriver en se disant il y a avec beaucoup d'expats quand même. Avec beaucoup d'expats et avec surtout une empreinte très forte qui a été laissée par 150 ans d'histoire britannique.
Donc tu as un changement de mentalité dans certains domaines qui s'est opéré. Et puis structurellement, tu as des choses qui sont très occidentales au niveau du système de santé, du système de justice, etc. C'est des choses qui sont très très particulières ici. Donc tu as ce superbe mix entre les deux civilisations et tu as une vivacité, tu as quelque chose d'assez indescriptible, mais tellement présent dans nos vies qui fait que ouais, c'est quelque chose qu'il faut vivre en fait. Donc j'invite tous ces Français qui sont en train de nous regarder à bien sûr venir ici parce que c'est une ville extraordinaire. Est-ce que c'est facile de s'intégrer ici pour un Français, de se faire des amis locaux, tout ça? Donc toi, tu es là depuis 30 ans. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'était facile avant, moins aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a un petit peu de racisme anti-français? Non, pas anti-français, non. Dans toutes les sociétés, il y a toujours des hésitations à se mêler à l'autre, n'est-ce pas? Puisque l'autre est par définition différent et même dangereux. Et ça, c'est quelque chose de très, très présent dans nos cerveaux. Encore une fois, quand c'était difficile de sortir de la cave parce qu'on ne savait pas si on allait se faire manger par un tigre ou rencontrer une population ennemie. Ça, c'est des choses qui sont encore viscéralement très, très présentes dans nos cerveaux et qui sont instinctives, en fait. Donc, le racisme, par exemple, le protectionnisme, c'est quelque chose de naturel en ce sens que ça revient instinctivement. Ceci étant dit, évidemment, avec une société qui a l'habitude de recevoir des étrangers depuis tellement d'années, de voir des visages pâles dans la rue, c'est quand même plus facile. Je ne pense pas que ce soit plus difficile qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, en effet, on était britannique, voilà. On était loyaux au sujet de la reine Elisabeth à ce moment-là. On ne l'est plus aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que les gens sont vus autrement. Le monde a continué d'avancer, c'est ça qui est extraordinaire avec Hong Kong, c'est que Hong Kong avance aussi toujours très très vite. Comment tu trouves l'environnement économique maintenant? Je pense qu'avec le Covid, ça a impacté le business. C'était comment? Je pense que c'était difficile. Dur. C'était dur. Ça a été dur pour tout le monde, notamment ici. Non, bien sûr. En plus, nous, on est complètement one-on-one. Donc, c'est un accompagnement personnalisé. On ne fait pas de groupe. Et donc, on n'est pas soumis au bureau de l'éducation nationale. On n'a pas été obligé de fermer. On n'a pas été fermé, on a toujours ouvert. Mais psychologiquement, les gens ne venaient peut-être plus. Non, ils ne venaient plus ici. Alors, il y avait deux options. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait les parents qui disaient non, les enfants ne vont pas sortir aujourd'hui. Et puis, il y avait les parents qui disaient ah oui, mais c'est mieux dans votre centre parce qu'en fait, il n'y a pas justement 30 ou 40 ou 50 gamins ensemble avec mes gamins. Donc, je sais que c'est plutôt safe de venir chez vous, donc je continue de venir. Mais évidemment, l'impact a été bien réel. Je pense que tous les businessmen que tu interroges aujourd'hui vont continuer de te dire que la reprise après le Covid, puisqu'on est post-Covid maintenant, est toujours difficile. Je pense Elle est timide. Ouais. Elle existe, mais elle existe, mais ça prend du temps. Et puis c'est des grosses machines à relancer, donc il y a une inertie très très forte. Et quand évidemment le pays où l'on appartient, la Chine, je ne sais pas comment, il faut faire attention au politiquement correct. Donc la Chine va pas très très bien non plus en ce moment. Donc évidemment, à chaque fois que la Chine tousse, tout est lié. Hong Kong est au fond du lit avec 42 fièvres en fait. Donc il faut faire attention à ça. Mais est-ce que pour l'avenir, tu es confiant? Moi, tu dis, bon là, ça s'améliore. Mais est-ce que sur le long terme, dans les prochaines 5, 10, 20 ans, tu penses que ça va aller dans le bon sens? Ouais, c'est là où est ma petite expérience de 30 ans peut en effet me donner un Parce regard qu'il y a différent. déjà eu des cas dans le passé, il y a eu le SRAS. Toi, tu étais là pendant le SRAS, voilà, etc. Donc il y a des gens qui ont dit, bon, Hong Kong c'est mort, je m'en vais, après ils sont revenus. Ceux qui sont restés, ils ont eu des bonnes affaires dans l'immobilier, etc. Donc toi, est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça? Il y a des hauts et des bas, ou est-ce qu'on ne sait pas en fait? Ouais, évidemment, c'est ça. Hong Kong, ces 30 dernières années, ça a été des hauts et des bas. Ça n'a pas été une croissance régulière à 2 chiffres tout le temps, pas du tout. Et puis, je pense que c'est le lot de tous les pays aujourd'hui maintenant, entre les crises financières, les crises Internet, les pandémies, les épidémies.
c'est le cas de tout le monde. Mais Hong Kong a des ressources incroyables, en fait, notamment humaines, qui fait que Hong Kong rebondit toujours. Il y a un état d'esprit à Hong Kong qui fait que ça rebondit. Genre, même s'il peut y avoir des décisions aussi stupides du gouvernement. Même je me permets normalement, je ne critique pas le gouvernement. Bon, c'était dans mon business. J'étais mon club de sport a dû fermer et j'étais obligé. Donc là, c'est vraiment business, c'est pas politique. Et il y a des décisions qui sont mauvaises. Mais par contre, en général, ils apprennent de leurs erreurs. Et ça repart très vite. Ils sont forts. Et puis, je pense qu'on a la taille parfaite, en fait. 7,5 millions d'habitants. Je crois que c'est 1000 km², la superficie totale de Hong Kong. Donc, on n'est pas trop petit, mais on n'est pas trop grand non plus. Donc, les choses sont gérées assez facilement. Pourquoi il n'y a pas de problème de sécurité? Parce que sur un petit territoire comme le nôtre, avec seulement 7,5 millions d'habitants, c'est facile pour la police de tout quadriller, en fait, et de faire en sorte que les gens peuvent rentrer à 3 h du matin sans être importunés. Donc, c'est facilement gérable, je dirais, avec une taille qui commence à être relativement significative. C'est pour ça qu'on a l'une des places financières les plus importantes au monde, finalement, alors qu'on est finalement un tout petit territoire. Donc, Hong Kong est toujours un endroit extraordinaire où les gens rebondissent, ils apprennent de leurs erreurs en effet, ils gèrent les choses au gré, au vent, des politiques, des problèmes géostratégiques, etc. Donc non, moi je suis absolument pas pessimiste. Et la vie de tous les jours, est-ce que c'est vraiment bien ici pour ceux qui nous regardent? Parce que tu sais, en fait, les Hongkongais, les Chinois plus généralement sont très francophiles. Mais de l'autre côté, là, avec ce qui se passe dans les médias ou même les discours officiels du gouvernement, qui critiquent beaucoup, par exemple, la loi de sécurité nationale, etc., il y a beaucoup de Français qui sont en France et qui ont peur de venir en Hong Kong, qui n'ont pas une bonne image. En fait, la Chine et Hong Kong n'ont pas une bonne image en France. Bon, à Hong Kong, peut-être un peu mieux. Mais voilà, en fait, concrètement, moi j'ai des messages parce que j'ai divers groupes dans les réseaux sociaux, par exemple Français de Hong Kong sur Facebook. Et de temps en temps, donc très régulièrement, il y a quelqu'un qui vient qui dit salut, j'ai deux offres d'emploi, soit je vais à New York, soit je vais à Hong Kong. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est comment vraiment la vie à Hong Kong? Donc qu'est-ce que tu leur dis? Honnêtement, c'est bien ici ou pas? Alors honnêtement, oui, bien sûr que c'est bien. C'est encore une fois, tu l'as dit, il y a trop d'informations. Il y a un certain nombre de ces informations qui très clairement aujourd'hui est manipulée contre Hong Kong et contre la Chine. Okay, et donc, il faut faire attention à toutes ces informations, en fait, ce serait ce que je voulais dire. Ça va toujours vous pousser dans un sens ou dans un autre. En ce moment, très clairement, plus on dit du mal de la Chine et de Hong Kong, et plus ça satisfait un certain nombre de personnes. C'est pour ça qu'il faut venir ici. C'est pour ça qu'il faut parler aux gens. Et on s'aperçoit que tout va très bien ici. On est très heureux de vivre ici. On n'a pas de problème d'expression, de liberté fondamentale, etc. Mais il n'y a rien qu'à changer, en fait. Rien qu'à changer pour le commun des mortels, c'est évident. Sauf si vraiment tu travailles dans un journal qui est anti au gouvernement, voilà. Mais c'est pas ce que tu fais toi, c'est pas ce que je fais moi. Exactement. Pour nous, il n'y a rien qu'à changer. Non, rien du tout. La vie quotidienne est exactement la même. Le regard des locaux envers nous est exactement le même. On ne rencontre pas des gens qui nous insultent parce qu'on est français ou occidental, etc. Pas du tout. Et donc, vraiment, il fait bon vivre ici. Au contraire, il y a pas mal d'initiatives du gouvernement. Ils ont offert des billets d'avion il y a quelques temps. Et là, maintenant, il y a pas mal de mesures mises en place pour attirer des étrangers, des investissements, créer des boîtes, etc. Et c'est l'ADN de Hong Kong. Ça a toujours été ça, en fait, la rencontre de ces deux mondes. Tout est prêt ici, j'ai l'impression, pour accueillir. Mais ce qui bloque, c'est l'image fausse que certains ont, parce qu'ils se disent ils ont peur. Donc, vous voyez, mais il faut des gens qui soient ici pour montrer que c'est pas tout à fait ça. Moi, je me rappelle, en 2019, j'étais rentré en France plusieurs fois, il y avait des manifestations. Bon, effectivement, il y a du vrai, les images qu'on voyait à la télé, les gens qui balançaient des trucs sur la police, il y avait des flammes, etc. Ça, c'est vrai. C'était en bas, là. Voilà, quoi. Mais voilà, finalement, c'était pas le chaos. Non. Donc, moi, les gens me disaient, ça va, Marc, est-ce que tout va bien? En fait, j'avais l'impression que les gens croyaient que c'était la guerre ici. En fait, c'était pas du tout ça. Il y a tellement de choses qui sont exagérées dans les médias. Après, bon, on va dire de bonne guerre parce qu'ils sont là pour faire du sensationnel. Oui, et puis ça sert à un certain nombre d'intérêts aussi. Aujourd'hui, il y a une grande bataille géostratégique entre les États-Unis et la Chine. Et évidemment, plus on dit du mal de l'un, plus ça sert à l'autre. Donc il faut le savoir. Mais dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous allez
être capable de faire attention à vos gamins, d'avoir des opportunités professionnelles, être dans un environnement sain et qui va vous apporter énormément pour votre vie. C'est la seule chose qu'il faut vraiment regarder. Et à ce sens, Hong Kong, c'est toujours une ville extraordinaire qu'il faut essayer sans aucune hésitation. Est-ce que, dans ton entourage, est-ce qu'il y a beaucoup de Français? Est-ce que tu as des amis qui ont quitté Hong Kong récemment? Est-ce que tu as des nouveaux amis? C'est comment est-ce que tu es beaucoup dans la communauté française ou plutôt locale? Ouais, très local. Très local. Donc en fait, oui, parce que ton épouse est locale. Ouais. Finalement, la plupart de ton entourage, ici on est à TST, on n'est pas à Central. Il a fallu traverser le Rubicon pour venir nous voir. Ouais, en effet, pour les gens qui ne connaissent pas Hong Kong, il y a beaucoup d'expatriés. On va aller sur l'île principale de Hong Kong qui s'appelle Hong Kong Island, qui s'appelait Victoria, enfin une partie s'appelait Victoria précédemment. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est là où vont de façon générale les expatriés, même si je comprends qu'en fait, beaucoup de Français, maintenant, sont autour de Tseung Kwan O, c'est-à-dire sur donc, la partie Kowloon, parce que, en fait, le lycée français est là-bas aussi. Donc, oui, maintenant, c'est assez éparse, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des gens partout. Ouais, c'est parce que je passe énormément de gens avec une clientèle locale et que, évidemment, j'ai des amis locaux et ma belle famille est locale, donc évidemment, je passe beaucoup de temps ici avec les locaux. Mais encore une fois, on peut avoir une très très belle vie à Hong Kong avec une communauté internationale qui est là et qui revient, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent à Hong Kong. Peut-être qu'en effet, un certain nombre de familles se disent peut-être que ce n'est pas le meilleur environnement pour mettre mes enfants. Encore une fois, parce qu'ils lisent des choses dans les journaux. Mais les jeunes n'ont pas ce genre de soucis. Oui, il y en a plein, j'en ai rencontré récemment qui sont là depuis 2 semaines, un mois, voilà, ils sont super contents. Et voilà. Et, ils n'ont pas connu la grande époque. Enfin, l'autre, la plus récente, moi je suis arrivé en 2012-2013 et là c'était vraiment top. Mais ceux qui arrivent maintenant, eux, ils trouvent que c'est génial. Donc quand je leur dis que c'était encore mieux avant, ils ne comprennent pas parce que pour eux c'est génial maintenant. Donc ils sont très contents. Voilà. Je pense qu'il y a tellement de choses qui sont en train d'être préparées par le gouvernement de Hong Kong. Quand on voit les grands projets de I&T, Innovation Technology, ils sont en train de construire quelque chose d'extraordinaire pour le futur. Tu te souviens, on fait partie de la Greater Bay et le but du jeu, c'est d'être une Silicon Valley multipliée par 10 ou 15, quoi. Donc, c'est quand même extraordinaire comme projet économique et financier. Et il y a des opportunités professionnelles pour les nouvelles générations de Français là, qui sont extraordinaires. En fait. Je pense que ce qui fait le succès de Hong Kong aussi, c'est que les Chinois, et en particulier à Hong Kong, sont pragmatiques. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, faire du business. Et donc, en fait, si on peut parler de art de vivre, liberté, démocratie, etc. Mais le plus important, c'est de gagner de l'argent. Donc, s'ils voient que ce qu'ils font, ça fait fuir les étrangers, ça fait fuir les investissements internationaux, ben, ils vont arrêter de le faire parce que le plus important, c'est vraiment de faire du business. Et donc, ça revient un petit peu aussi, je pense, par ton activité. C'est-à-dire, on veut que les enfants travaillent bien à l'école. Donc, on va toujours investir pour qu'ils affrontent leurs difficultés ou pour qu'ils soient encore meilleurs. Donc en fait, ici, à Hong Kong, il y a vraiment, c'est une culture du résultat. On veut que ça fonctionne. On veut des résultats scolaires, on veut des résultats économiques et on veut que ce soit très international. Et donc, on peut prendre des mauvaises décisions parfois, mais on se rend compte, on ajuste et au final, ça rebondit toujours. Ah, ça rebondit toujours, c'est une ville extraordinaire. Très bien. En tout cas, très intéressant. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Rien, rien. J'espère que... Voilà, l'aspect cognitif de ce que l'on fait a été bien compris. Ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à absorber au départ, mais si évidemment quelques questions sont posées, je suis content d'y répondre. D'accord. Et puis il faut savoir aussi pour les familles françaises qui viennent à Hong Kong, s'il y a des besoins par rapport à leurs enfants, à la scolarité, etc., s'il y a je suppose qu'il y a des problématiques que tu peux adresser. Avec plaisir. L'intégration, le système, etc. Bien sûr. Y compris même dans le lycée français. Parce que le lycée français ici, ce n'est pas le même lycée français qu'en France. Donc il y a sans doute quelque chose sur lesquelles on peut travailler. Sûrement. Merci beaucoup. Je t'en prie, Marc.